Avant de laisser la parole à Jean-Charles Lemounier et Nicolas Zog, qui sont nos experts sur ce développement de projets à l'international, nous avons la chance d'avoir à notre côté Morgane Mager, qui est du Microsoft Lab, Microsoft Experience Lab de Nantes, Ouais. et qui va nous prendre la parole rapidement pour nous présenter les opportunités offertes par les labs. Alors, je commence maintenant ou Allez, on vas-y, attend tout Morgane. le monde? Allez, c'est parti. Donc, je me représente à Morgane Mager. Je suis en effet Microsoft Experience Lab Manager à Nantes, donc sur la région Nord-Ouest. Et je porte les engagements de Microsoft en région dans un tiers-lieu qui vous est ouvert à tous pour créer du lien, de la conversation, de la connexion autour des sujets liés aux transformations numériques et à l'intelligence artificielle avec des solutions Microsoft. Donc voilà, je voulais vous présenter cette initiative qui est assez récente par Microsoft et qui veut être vraiment en proximité des besoins des partenaires, des clients, des collectivités territoriales, des profils plus apprenants, étudiants, pour donner un petit peu de support à toutes ces initiatives. Donc, je serais ravie d'accueillir le prochain événement ISATEC dans nos murs, je l'espère, de façon à pouvoir vous présenter tout ça en live, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une super session à vous, messieurs, et j'écoute attentivement. Merci beaucoup. À très vite. Je vais juste partager le lien du Microsoft Lab Experience. Comme ça, on peut Ouais, aller avec plaisir. regarder les différentes villes et la proposition de valeur des laboratoires. Merci beaucoup, Morgane, et à vous, messieurs. Très bien. Bonjour, bonjour à tous sur ce webinaire sur le développement des sociétés à l'international et l'accompagnement de Microsoft avec les plateformes que nous allons pouvoir vous présenter. On va commencer dans un premier temps par se présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Zog, je suis directeur de projet ERP chez ISATEC depuis 6 ans maintenant, une quinzaine d'années au total sur le déploiement de projets ERP sur diverses solutions dans divers domaines, du pharmaceutique, services aux industries, les télécoms, l'agroalimentaire bien entendu, etc. Et je vais passer la parole à Jean-Charles. Bonjour à tous, Jean-Charles Lemounier, également directeur de projet ERP chez ISATEC, depuis 12 ans chez ISATEC déjà, et 15 ans sur les solutions Microsoft ERP, et une vingtaine d'années d'expérience dans les déploiements ERP, dans différents rôles, avec des projets réalisés ou en cours encore actuellement, en fait, sur pas mal de comptes dans un contexte international. Merci Jean-Charles. Alors, le contenu de ce webinaire sera le suivant. On va vous présenter dans un premier temps les enjeux des projets ERP internationaux qui sont un petit peu particuliers par rapport à l'ensemble des projets ERP usuels. On va présenter ensuite pourquoi choisir la plateforme Microsoft Dynamics 365, quels sont les apports principaux de la solution de Microsoft et des outils en particulier autour des ERP. Les particularités et facteurs clés de succès d'un projet international. Ces particularités, effectivement, on va voir comment on est capable de les appréhender et d'y répondre. Et ensuite, un partage de quelques-unes de nos expériences qu'on a pu vivre, Jean-Charles et moi, sur nos déploiements internationaux, avec quelques cas clients qu'on va détailler un petit peu plus. Voilà. Avant d'entrer effectivement dans le vif du sujet, une brève présentation d'ISATEC. Donc, nous sommes un groupe qui existe depuis près de 40 ans. Donc, ISATEC fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Nous avons 245 collaborateurs au total, basés en fait dans 3 pays, la France majoritairement, le Portugal, la Tunisie, donc sur 7 sites. Les marques d'ISATEC, il y a ISATEC elle-même, service de déploiement ERP et CRM de Microsoft. Autre marque Triad sur les services infrastructure et Azure, Cloud ou On-Prem pour des solutions Microsoft, donc la marque Triad. Inexa pour les métiers des enchères et des commissaires-priseurs. Et MyPartner, qui est une filiale importante d'ISATEC basée au Portugal et qui porte également toute l'offre de déploiement d'intégration ou de développement sur les technologies Microsoft dans le cadre du groupe ISATEC.
Isatec a été récompensé par BPI l'année dernière, hein, et fait partie du réseau Microsoft depuis de nombreuses années, et en cela en fait fait partie du réseau des partenaires Gold de Microsoft. Merci, Charles. On va donc présenter plus en détail les enjeux des projets ERP internationaux. Donc, on va pas vous apprendre, vous connaissez mieux que nous les raisons des entreprises de s'étendre à l'international. Malgré tout, on va quand même rappeler quelques clés. Les objectifs en général sont de croître, conquérir de nouveaux marchés, ce qu'on va appeler croissance à la fois organique, interne et externe par rachat. Les besoins de proximité du marché qui font qu'effectivement, d'être plus proche des clients, réduire les coûts logistiques, faire face à des besoins liés aux denrées périssables pour tous les marchés agroalimentaires, font qu'on a en général besoin de s'étendre et d'être plus proche des clients. La globalisation des achats, bien sûr, les économies d'échelle font tout à fait partie des massifications nécessaires sur les flux et répondent donc à ces enjeux internationaux. Et faire face aux taxes à l'importation qui peuvent être relativement prohibitives et qui favorisent la présence sur des marchés locaux et non l'envoi via des longs courriers et le passage par les douanes. Alors, pour mettre un petit peu en fait en lumière les enjeux, on peut classifier en fait ceci en différents domaines. Tout d'abord, on peut citer des enjeux de contrôle. Alors, c'est peut-être par là que ça commence. Lors d'une présence à l'étranger, d'une filiale, d'un investissement dans une société externe, tout d'abord, il est nécessaire d'être en mesure de pouvoir tout simplement accéder aux données financières et opérationnelles. Donc ça, c'est premiers points en fait qui sont nécessaires pour pouvoir juger de la santé de celle-ci, de pouvoir en fait contrôler aussi par des chiffres certains éléments du terrain. Si on voit un petit peu plus loin, mais toujours dans cet enjeu de contrôle, si on veut pouvoir consolider un reporting, il faut pouvoir s'entendre sur un référentiel un minimum commun, plus ou moins précis, et puis permettre de consolider ces données dans une vocation de reporting groupe et de contrôle des opérations. Voilà. Au niveau des enjeux, métier savoir-faire, donc plutôt lié au processus, on va dire, et à la particularité de fabrication ou de distribution des clients. On va avoir en général des besoins de pouvoir dupliquer, reproduire des processus éprouvés. C'est-à-dire que les processus en général portés par, on va dire, la maison mère, hein, de manière générique, ou l'entreprise centralisée, vont devoir être dupliqués sur tous les déploiements internationaux, sur chaque nouveau site ou nouveau pays sur lequel on se déploie. L'idée va être de déployer un processus qui a déjà été éprouvé en centrale. Malgré tout, on va rencontrer à chaque fois des spécificités locales, forcément liées à éventuellement la taille des équipes, les particularités culturelles locales, les expertises des équipes locales, la physionomie des entrepôts, des flux qui sont différents entre ce qui se passe sur chaque pays et ce qui se passe en centrale et qui vont nécessiter une adaptation de ces processus. Donc tout l'enjeu va être de trouver le bon chemin, le bon curseur entre la standardisation et la spécificité locale. Le dernier volet va effectivement concerner la sécurisation des données, parce que qui dit international dit donc sortir des données d'un cadre relativement concis au départ et de s'étendre à l'international. Donc il va y avoir une vraie problématique, un enjeu autour de la sécurisation des données, les accès aux fichiers. On a des données qui sont souvent confidentielles dans les systèmes, les nomenclatures, les recettes, les prix de revient, qu'il va falloir être sûr de pouvoir sécuriser. On a également des enjeux de conformité, donc du système d'information dans ces déploiements internationaux. Il faut pouvoir en fait respecter et satisfaire une réglementation locale. Donc on va beaucoup parler du terme de localisation, donc ça porte avant tout sur la comptabilité, la fiscalité, les aspects réglementaires, des échanges électroniques pouvant être demandés en fait à certains endroits, et donc avec vraiment des cahiers des charges particuliers. Donc ça, c'est le premier enjeu de conformité auquel il faut pouvoir faire face. Il va y en avoir d'autres concernant la traçabilité. Alors, quand on évoque traçabilité, bon, on peut parler de l'agroalimentaire, de la traçabilité
traçabilité des produits déjà, c'est ce qui nous vient en fait à l'esprit, mais il peut y avoir de la traçabilité également dans le domaine dans le domaine pharmaceutique. Voilà, il y a beaucoup finalement de secteurs métiers qui sont soumis à des exigences de traçabilité, et pas simplement sur les flux de matière, mais également sur la traçabilité de gestion de l'information, de la modification des pistes d'audit. Donc, on peut en fait associer tout ça à la garantie de traçabilité, et ces enjeux ou ces demandes en fait sont des fois portés dans des textes juridiques dans certains pays. Autre point dans la partie conformité, c'est la région de stockage des données. Ça peut prendre deux formes, hein. Ça peut être exigé finalement par le pays dans lequel on investit, dans lequel une filiale en fait est ouverte ou est achetée. Et ce pays en fait peut demander à ce que les données d'un système comptable soient stockées sur le territoire, ou ça peut être l'inverse, ça peut être le groupe qui investit qui exige que ces données soient centralisées au niveau de la maison mère, dans une autre région. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu de stockage des données qui est lié à la conformité des déploiements. Voilà, et un dernier volet qu'on voulait adresser, c'était l'enjeu de confiance. On a nommé ça comme ça. On va effectivement être souvent dans un cadre de maison mère et donc de succursales et de filiales locales dans les pays. Il y a un besoin de rassurer alors la direction et les équipes aussi, les équipes locales, sur la solution déployée. Là aussi, on a besoin de gagner la confiance et de tenir compte des différences de langue et de culture à chaque pays qu'on déploie. Donc, il va y avoir un petit jeu d'appropriation et de gain de confiance via justement la maîtrise de la localité, la maîtrise des langues et en fait la prise en compte de toutes les spécificités locales via les solutions. Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous amènent à dire que le pilotage de projet ERP est un peu plus délicat à l'international qu'en local. Et donc, c'est ce pourquoi on va vous présenter pourquoi la solution Microsoft autour de Dynamics répond à tous ces enjeux. Alors, et derrière les solutions Microsoft, il y a déjà Microsoft, donc bon, si besoin était de le présenter, enfin voilà, un leader mondial de la technologie de l'information et des solutions informatiques. C'est vraiment la pérennité de cet acteur du marché qui est déjà une garantie en soi. Voilà. Il y a des moyens en fait très élevés mis à disposition de l'informatique et des solutions informatiques en général pour permettre leur évolutivité, d'innover en fait de manière très importante. Il y a de forts moyens sur l'aspect sécurité et capacité à interconnecter les systèmes. Donc sur l'aspect technologie solution, pas besoin de trop de démontrer en fait la puissance de l'acteur Microsoft dans ce domaine. Mais il y a un autre pan aussi il faut penser, c'est que dans le cadre de ces solutions de gestion, donc ERP ou CRM, Microsoft aussi propose une méthodologie qu'il met à disposition des acteurs, des intégrateurs, des partenaires, et il se propose aussi en fait l'accompagnement de ceux-ci en fait dans le cadre de projets. Donc il y a aussi cet élément qui est en fait important, la présence mondiale, la puissance sur les technologies, mais également dans l'accompagnement des déploiements. Donc à ce titre, Isatec, on l'a cité en introduction par rapport à Isatec, nous sommes certifiés Gold Partner sur bon nombre en fait de solutions Microsoft, et donc il y a une certification des acteurs sur le marché qui permet de garantir en fait un niveau de qualité de service rendu. Je vais donc vous présenter rapidement l'écosystème autour de Dynamics qu'on a sous les yeux. Donc, il est composé par ce qui nous importe, ce qui nous concerne particulièrement dans le cadre de ces déploiements ERP, toute la brique en haut à droite qui correspond donc aux ERP CRM, aux différentes solutions, Finance and Operation, Business Central et Sales. Le gros atout des solutions Microsoft, c'est justement la complémentarité par les autres outils de l'écosystème. On a donc la brique en bas à droite qui est tout le pack-office que tout le monde connaît, tout le monde utilise au quotidien et qui est donc totalement nativement intégré
aux ERP et aux solutions métiers qui permettent des échanges, des interconnexions entre les solutions, que ce soit Excel en import-export vers les ERP, que ce soit Outlook avec la CRM, etc. Sur la partie gauche, on a donc les Power Apps, qui est une particularité aussi chez Microsoft, qui permet tout un tas d'extensions aux applications métiers, d'automatisation, de reporting, par des solutions natives et qui sont de plus orientées low-code, no-code, qui est un peu la tendance du moment sur le fait de pouvoir donc étendre un ERP en fonctionnalité sans forcément avoir à recourir à du code, à du développement, ce qui est assez révolutionnaire et qui permet des gains d'efficience assez importants. Et enfin, en bas à gauche, la brique Azure et les différents outils d'AI, machine learning, mais on va dire surtout la plateforme Azure qui permet le stockage de tous ces éléments-là dans le cloud et la fourniture de tout un tas de services autour de ces applications. Alors, Nicolas a cité en fait les différents éléments qui composent l'offre Microsoft, particulièrement l'offre Dynamics et constitue les solutions de gestion, donc CRM et ERP en fait parmi les produits Microsoft. Et dans cette catégorie-là, c'est vrai qu'on a une forte dimension internationale et possibilité de déploiement à l'international. Alors, à travers différents éléments, d'abord le nombre de localisations disponibles. Alors, quand on parle de localisation, on parle bien, hein, pour préciser les choses, de réponse aux exigences comptables, fiscales et réglementaires locales. Donc ça, c'est l'enjeu de conformité, hein, qu'on citait tout à l'heure. Les solutions Microsoft de gestion, notamment, traitant des périmètres financiers ou de gestion de stock ou d'autres, répondent à un très large nombre de pays et d'exigences de pays. Quand on parle international, on parle également de différentes langues pour les utilisateurs. Donc, il y a un grand nombre de langues supportées sur les outils Microsoft, permettant, on parle bien d'un environnement commun pouvant être accessible à travers une interface utilisateur, en italien pour certains, en anglais pour d'autres, en français pour d'autres également, mais bien sur un même environnement. Donc, le support, en fait, sur un outil de gestion de multiples langues pour différents utilisateurs. Élément nécessaire, en fait, à tout projet, le réseau d'intégrateurs et sa taille. Donc, il y a plus de 3000 prestataires, en fait, dans le monde sur les solutions Microsoft. Donc, ça, ça garantit de pouvoir toujours trouver et pas un seul acteur, en fait, dans un pays, donc de pouvoir, en fait, choisir parmi plusieurs acteurs si nécessaire. Ça répond à un aspect de sécurisation en fait pour les entreprises. S'il se trouve qu'un acteur peut faire défaut, ne pas être satisfaisant, en fait, on va rapidement trouver un acteur pour prendre le relais, dans une même zone, dans un même pays. Quatrième point, le maillage data center. Donc ça, c'est offert par la puissance de l'infrastructure Microsoft et par ces différents data centers en fait positionnés dans le monde. Donc ça peut répondre du coup au choix de la région de stockage des environnements. Alors pour des aspects de réponse et de conformité, encore une fois, et aussi pour des aspects de performance, puisque si on parle d'enjeux, de déploiement à travers la planète, l'accès au réseau via Internet, l'accès en fait aux données, va être lié aussi à la situation géographique de ces systèmes dans le cloud. Dernier élément, la politique d'édition de Microsoft, qui sur ses applications en fait va publier de manière très régulière des mises à jour, donc des mises à jour mensuelles pour des correctifs essentiellement, et puis des mises à jour majeures, généralement tous les 6 mois, pour l'ensemble de ces offres de gestion, et permettant notamment de toujours satisfaire les exigences réglementaires associées à d'autres évolutions fonctionnelles, métiers, mais donc la garantie de toujours coller en fait aux évolutions réglementaires de certains pays. Donc, on va lister un certain nombre de particularités, de facteurs clés de succès sur des projets internationaux. La première d'entre elles qu'on voulait évoquer, c'est j'en parlais tout à l'heure, l'écart entre les concepts de la maison mère et la réalité locale.
Donc comme on décrivait, la volonté, le besoin lors d'un déploiement international va être de standardiser au maximum les processus pour des gains d'efficience, bien entendu, tant dans l'utilisation de ces processus que dans le projet de déploiement des processus eux-mêmes. Malgré tout, on va souvent être confronté à une réalité locale qui fait qu'il va falloir adapter ces processus. Donc, il serait vraiment erroné de penser qu'il est possible de déployer de manière totalement stricte les processus réalisés et conçus en standard à la maison mère de manière identique sur toutes les sociétés à l'international. Donc, ça veut dire que clairement, un des facteurs clés de succès, c'est réellement de prévoir systématiquement une analyse d'écart pour tous les processus concernés dans chaque déploiement. C'est le premier point. Deuxième point, pour pouvoir se déployer en fait dans de multiples pays, on peut être confronté à des devises différentes, des règles comptables fiscales, des langues, on vient d'en parler juste avant. Et bien sûr, il y a la capacité en fait, capacité technique de la solution d'y répondre, d'une part, mais il y a surtout là le savoir-faire, le savoir pour le déploiement, le paramétrage, la formation, la bonne compréhension des utilisateurs locaux. Et en cela, trouver le bon partenaire local devient essentiel parce que personne ne peut être expert de tout partout dans le monde. Donc, l'intervention d'acteurs proche du marché en question, avec une expertise forte sur le pays en question, va être un élément en fait qui va permettre le succès des projets. Et si en fait on le sous-estime, on va au-devant de certaines difficultés en fait potentielles. Par contre, l'ajout d'un partenaire local ajoute un acteur dans le dispositif. Donc effectivement, on est d'habitude le client et l'intégrateur, on vient rajouter au milieu un interlocuteur complémentaire, ce qui va introduire un certain tuilage, hein, comme on emploie régulièrement ce terme. Il faut donc absolument tenir compte du délai supplémentaire que ça peut amener. Délai par les échanges complémentaires, les contractualisations complémentaires, la documentation complémentaire. Donc un certain nombre d'ajouts qui vont venir se greffer au projet qu'il faut absolument prendre en compte dans le planning. Également, en effet direct de ce tuilage, ça va introduire un besoin plus important de pilotage. Forcément, le pilotage n'est plus intégralement fait, le pilotage du projet bien sûr, n'est plus intégralement fait par l'intégrateur uniquement avec le client, il est fait par l'intégrateur plus son relais local, donc il y a un pilotage à deux têtes qu'il va falloir harmoniser et cadrer. Et donc ça, c'est pour le temps du projet, mais après le temps du projet vient le temps du support, de l'accompagnement à l'exploitation du système et au maintien aux conditions opérationnelles. Et donc cet élément-là, en fait, hein, l'après-projet doit être discuté et organisé et pensé en fait dès le début du déploiement. Donc, ça comporte aussi là une complexité un peu plus importante. Voilà, on peut devoir faire du support dans une langue différente que la maison mère, sur des fuseaux horaires qui peuvent être différents. Et cela requiert en fait une organisation tôt dans le projet, dès le recrutement des partenaires en fait nécessaires, et de définir précisément, par le biais de contrats de support, qui va être responsable voilà, des niveaux 1 sur les tickets, des niveaux 2, 3, en fait, des temps de réponse associés, de manière à ce que les acteurs en fait, sachent quel est le processus de support pour cette phase d'après-projet. Donc ça, il ne faut pas mésestimer ça et ça doit être inclus dès les discussions amont, dès l'ouverture du projet de déploiement, comment va s'organiser le support, le maintien en conditions opérationnelles. Un autre point, c'est la distance entre les équipes et les écarts culturels. Donc, on en a parlé assez rapidement dans les slides précédentes.
L'impact direct que ça peut avoir sur ces projets-là, c'est le besoin de véhiculer encore plus clairement les objectifs du projet. C'est vrai dans tous les projets, qui soient informatiques ou autres, mais les objectifs doivent toujours être très clairement annoncés, décrits, diffusés, communiqués dans les équipes, pour que tout le monde sache clairement quelle est la direction à suivre, quelle est la direction et l'objectif qu'on veut atteindre. Donc le rôle du sponsor et de la direction de l'entreprise de manière générale a toujours un rôle très important dans les projets, mais il nous paraît clairement plus fort dans un projet international, dans le sens où les équipes seront moins présentes localement, donc seront moins nativement incluses dans les communications faites par le groupe et par le pilotage du projet. Donc il y a réellement un besoin fort de garder toujours ça en tête et d'avoir une communication très forte, très présente et très régulière avec les équipes locales. Et dernier point, donc, selon la maturité des groupes en termes de travail international, le sujet en fait de la langue peut être un vrai sujet. Donc, à défaut d'expérience déjà dans d'autres occasions, il est nécessaire là sur un projet de déterminer dans quelle langue en fait le projet va se dérouler. Et donc, parce que qui dit projet dit atelier de travail, dit échange à l'oral, mais aussi beaucoup à l'écrit, donc document de référence. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais vaut mieux en fait bien établir les choses dès le début, notamment quand il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le domaine, de manière à pas se retrouver finalement avec rajouter un acteur dans le projet qui, par exemple, si on a décidé de travailler en anglais parce que la filiale, il y a des correspondants en fait tout à fait aptes à travailler en français, pardon, et puis de faire une documentation exclusivement en français, et de devoir ajouter un acteur qui, lui, n'est pas du tout francophone, ça peut poser une difficulté. Donc, il vaut mieux, effectivement, clairement établir les choses dès le début, bien y réfléchir, et puis voilà, fixer cette langue de travail, cette langue officielle, en fait, du projet. Donc, on voulait finir par quelques retours d'expérience et exemples de cas clients. Alors, tout d'abord, une petite représentation graphique des différents projets internationaux qu'on a pu mener. Donc, un certain nombre de clients, je ne vais pas tous les citer, je vous laisse les lire, mais globalement, dans des domaines autour de l'agroalimentaire, du matériel grand public, de la gestion de l'environnement, de la chimie, et dans des pays, on va dire, sur divers continents. Voilà, donc essentiellement beaucoup en Europe, un peu d'Asie, Russie, Chine, Thaïlande, les US, le Chili et probablement d'autres qu'on a dû oublier. Par rapport à tout ça, on voulait donc lister quelques cas clients. Le premier, c'est Jean-Charles qui va nous le présenter. Oui, ça nous semblait important de pouvoir illustrer ces éléments un peu théoriques ou de bonnes pratiques ou de règles à observer par des cas réels rencontrés, des expériences vécues. Donc, ce cas numéro 1, on est là sur un groupe de taille importante, hein, avec plus de 7000 salariés dans le monde et environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur différents métiers, principalement dans l'agroalimentaire avec la transformation de viande, mais également de manière très intégrée d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec l'agroalimentaire, sur la génétique, l'agrofourniture, l'hygiène animale. Les projets concernés portaient sur les pays en fait suivants: Chine, Thaïlande, Pays-Bas, Russie. Et la solution qui a été retenue pour ces projets est Dynamics Nav ou Business Central Online. Alors, hein, pour rappel, Dynamics Nav et Business Central sont la même solution. Les dernières versions, en fait, ont changé de nom, s'appelle Business Central, mais on est bien sur l'ERP orienté mid-market de Microsoft. Dans sa version on-premise ou dans sa version online, on a les deux cas, en fait, pour ce cas client numéro 1. La durée des projets, des déploiements, donc ces déploiements ont été entamés en fait avec ce client en 2016. Bon, les projets ont des durées, des tailles variables, puisqu'il y a eu des périmètres et des sociétés de taille aussi variables déployées. Pourquoi ce cas client? Qu'est-ce qui nous a amené à travailler pour ce client? Il a fait le choix de Microsoft, clairement pour le nombre de localisations disponibles,
et la taille du réseau d'intégrateur, permettant de s'assurer que quasiment tout investissement, où que ça soit en fait dans le monde, pourrait être porté par les solutions Microsoft et trouver un intégrateur local si besoin pour cet accompagnement. Ça répondait aussi au fait que voilà, sur la France, avec un système d'information très managé, très développé en interne, celui-ci n'était d'une part pas exportable à l'étranger, voire à grands frais, et d'autre part, sur la France, son périmètre historique d'action, ce client était lui-même en révision de son système d'information, donc un projet de très grande ampleur, ne permettant pas forcément de consacrer beaucoup de moyens lui-même au déploiement à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme particularité en dehors de cette définition de ce cas? C'est que là, ce client a des filiales étrangères, mais dans des secteurs d'activité variés. Donc, chacun des projets a été vu quasiment de manière indépendante, hein, avec une solution adaptée, donc soit un déploiement on-premise, soit un déploiement complètement SaaS, ou un mode un peu hybride avec une infrastructure en fait en cloud, mais une installation de l'ERP Microsoft, avec ou sans add-on vertical métier pour avoir une meilleure réponse aux besoins fonctionnels. Donc, il y a eu vraiment un ensemble de projets différenciés, mais toujours basés sur la même technologie Microsoft, Dynamics Nav Business Central. On peut citer également autre particularité là, dans ce cas client, que certains investissements étrangers en fait, font l'objet de co-entreprises, de joint venture. Et dans ce cas-là, en fait, on s'aperçoit que le volet système d'information est directement inclus dans l'accord de co-entreprise lui-même. Donc, dans ce genre de configuration juridique, effectivement, il faut bien veiller à ce que dès les discussions de contrat global de co-entreprise, le sujet de cette information, par qui il va être apporté dans la co-entreprise, qui en a la responsabilité, soit vu et bien précisé. Ce qui caractérise aussi ce client, c'est qu'il ne souhaitait pas internaliser des compétences produits sur Microsoft Dynamics, au moins en fait pas pour l'instant, donc au niveau de la DSI centrale du groupe. Et donc très majoritairement, les moyens qui ont permis de faire ces déploiements portent sur les intégrateurs, donc à savoir Isatech en premier lieu, associés de partenaires locaux qu'on a recrutés pour le compte de ce client en fonction des besoins. J'enchaîne sur le deuxième cas, client. Donc, ça concerne un client qui réalise des produits en libre service dans les grandes surfaces, dans les cuisines du monde, on va dire. Un groupe d'environ 1200 points de vente, 350 millions d'euros de chiffre. On a déployé sur 6 pays et 2 sont encore en cours en Europe. La solution déployée, c'est Microsoft Dynamics 365 Finance uniquement, donc c'est un projet pure finance et non pas opération. Et on est sur un projet où on a déployé dans un mode de corps modèle, donc c'est-à-dire qu'on est cette fois-ci bel et bien parti d'une définition de processus et de paramétrage standard, on va dire, dans lequel on a construit un corps. Et ce corps a été ensuite déployé successivement dans les différents pays. Donc 1 an de projet pour le corps et 4 à 6 mois de déploiement pour chaque pays selon la taille et la complexité locale. Le choix de Microsoft pour ce projet-là, essentiellement, vu le nombre de pays à déployer, les localisations disponibles chez Microsoft ont été un grand facteur de choix. La souplesse d'adaptation spécifique dans le cadre d'un corps modèle mondial pour capitaliser sur la maîtrise de la solution en France. On a effectivement une capacité d'adaptation, de création d'un corps modèle avec l'outil et d'adaptation aux entournures, on va dire, qui est réellement rendu possible par les solutions Microsoft et par la manière dont le paramétrage est géré dans l'outil. Donc c'est une des particularités de cet outil qui permet de répondre bien à ce type de problématique.
Les particularités qu'on a rencontrées sur le projet. Alors, à l'inverse de ce que j'ai pu dire avant, quand on a des particularités locales, ici, on avait un métier qui est identique partout. Donc la finance, le fait de faire purement de la finance, permet une plus grande standardisation dans l'ensemble des déploiements que des métiers plus terrain, on va dire. Voilà, de la logistique, de la production va forcément être plus particulière selon les spécificités locales, alors que de la finance, hormis les contraintes réglementaires, la manière de réaliser la finance est plus ou moins identique partout. Donc on a pu s'appuyer réellement en résolution sur ce modèle de corps modèle et de déploiement de rollout dans les différents pays qui ont été concernés. La disponibilité limitée des équipes du siège, connaissance limitée sur la solution. Donc effectivement, il y a eu un besoin de prise en charge plus forte par les différents intégrateurs locaux, donc une implication moindre du client et une prise en charge plus importante des partenaires locaux. D'où le choix de la qualité des partenaires, de leur connaissance et de la documentation de l'ensemble des processus et du corps modèle pour leur permettre rapidement de rentrer dedans et de prendre en main le projet. Une autre particularité, c'est la comptabilité de certains des pays qui n'étaient pas réalisés auparavant par le groupe lui-même, par le client lui-même, mais qui étaient externalisés sur des cabinets locaux, cabinets comptables. Ce qui a rajouté une complexité parce qu'effectivement, la capacité de chaque cabinet à fournir des données dans des formats uniques, centralisés, reproductibles, etc., n'a pas été le cas. Donc, il a fallu une intervention d'Isatec et des partenaires plus importantes dans les travaux de récupération, d'analyse, de formatage pour la migration de l'ensemble des données comptables et financières. Et enfin, certains pays, malgré tout, alors on a parlé de présence très forte de Microsoft par les localisations dans beaucoup de pays. Malgré tout, il y a certains pays qui ne sont pas couverts, donc on en a eu un dans le cadre du déploiement. La force du réseau de partenaires a été de pouvoir justement trouver un partenaire, un intégrateur local qui s'était occupé de ce problème-là et qui finalement a développé en fait une surcouche sur l'outil, et surcouche qui finalement correspondait à une localisation. Donc en fait, on a pu, via ce biais, installer une localisation qui n'existait pas chez Microsoft et quand même arriver à répondre à l'ensemble des contraintes et des particularités financières et comptables locales. Voilà pour ce cas. Troisième cas client, groupe important également, là, plus de 7000 salariés et quasiment 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial, donc dans la nutrition et la santé animale. Alors c'est ce déploiement basé sur le ERP Dynamics Nav court depuis en fait pas mal d'années, hein, donc la roadmap s'étend en fait sur de nombreuses années, puisqu'il y a déjà 20 filiales, 20 pays qui sont déjà en production, et 5 projets en cours, plutôt sur la fin de la roadmap de déploiement du projet. Donc les durées en fait sont variables selon la taille des pays à déployer, alors de 6 à 18 mois en fonction de la complexité, mais préalablement à ça, il y a bien eu la constitution également là d'un corps modèle, alors d'un corps modèle voilà, sur l'ensemble, pas que sur la finance dans ce cas-ci, mais vraiment sur l'ensemble des processus métiers, les approvisionnements, la distribution, les ventes, la finance, voilà, tous les flux métiers en fait de ce groupe. Donc ce corps modèle a été défini en France. Le groupe voilà, est d'abord un groupe français avec une forte présence internationale. Donc le métier du client, il est identique ou quasi identique partout, hein, donc c'est ce qui a rendu possible cet aspect de corps modèle, définition en France, éprouver la solution en France, puis après d'en faire un déploiement à l'international. Comme l'a cité Nicolas tout à l'heure, ça s'associe toujours ces rollouts, ces déploiements internationaux d'une phase d'analyse d'adéquation écart, parce qu'il peut malgré tout y avoir un métier équivalent selon la taille et les processus locaux des écarts. Donc, écart induit déjà par la localisation, hein, la langue, les exigences fiscales, comptables, d'une part, aussi induit par la façon dont le business est opéré dans certains pays. Donc, il peut y avoir des effets liés au réseau de vente qui est plus ou moins direct selon les pays, ou à l'organisation logistique qui est plus ou moins intégrée. Autre élément, toutes les filiales ne disposent pas d'une usine, donc certains mettent en jeu des processus de production et d'autres non sont approvisionnés par des pays voisins.
Donc, un métier équivalent, à la base, il peut y avoir de vraies différences de processus, et donc d'où la nécessité en fait de cette analyse d'adéquation écart pour bien prendre en compte ces différences. On peut aussi citer que la particularité là, de ce cas, c'est l'ampleur du projet global, hein. Sa roadmap de déploiement court depuis, je pense, une dizaine d'années déjà, et puis voilà, encore pour quelques années. Et l'ampleur de ce projet vraiment planétaire là, a nécessité un accompagnement et un pilotage par un grand compte du secteur, donc on va savoir en fait IBM Global Service. Et Isatec intervient dans ce dispositif comme un des partenaires principaux sur les déploiements, associé à sa filiale MyPartner. Au-delà de ça, pour répondre aux besoins locaux, pour mieux en fait appréhender aussi le travail avec les utilisateurs dans la langue du pays, en termes d'ateliers et de bonne compréhension des besoins, des partenaires locaux peuvent être recrutés en fonction des projets. Le cas client numéro 4, alors on va parler on est dans l'agro à nouveau, dans les aliments pour bébés, un groupe d'environ 350 millions de chiffres. On est sur le déploiement d'un nouveau site de production aux US, basé sur les processus existants en France. Malgré tout, on est sur la création, la construction d'un nouveau site de production, donc qui n'existait pas. On déploie Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management, donc cette fois-ci la finance associée aux opérations, toute la distribution et la production. Un projet d'environ 9 mois sur le périmètre complet, finance, prod, WMS, qualité, achat-vente. Le choix de Microsoft était effectivement pour challenger un SI existant. Donc, il y avait un autre SI, un autre ERP existant dans l'entreprise. Dans le cadre du déploiement, ça a été l'occasion finalement pour eux de challenger et de tester un autre outil en vue de potentiellement remplacer l'outil groupe de manière globale. Les particularités, alors bon, contexte Covid, effectivement, est une particularité un peu nouvelle dans les projets internationaux en ce moment. Donc, obtention de visas compliqués, décalage horaire, etc. Donc, toutes ces contraintes-là ont rajouté pas mal de piquants au projet, ce qui nous a conduit en fait à réaliser l'analyse, la conception et la formation à distance. Alors, c'est assez particulier quand même hein, sur les projets de faire toutes ces étapes-là à distance, notamment en réalisant des équipes en horaire décalé. Donc une vraie gestion en fait des équipes projets qui forcément étaient dédiées au projet. Donc ça nécessite une organisation de la part de l'intégrateur pour dédier des équipes quasiment intégralement à un projet, ce qui n'est pas courant non plus. Là, dans ce cadre-là, on y a été contraint de par les horaires et toutes les contraintes humaines, on va dire. La répartition aussi de périmètre de déploiement entre Isatec et un partenaire local. Donc, on a dû s'appuyer sur un partenaire local aux US. Il a fallu choisir du coup les périmètres, qu'est-ce qui était pris par eux, qu'est-ce qui était pris par nous. Il nous a semblé pertinent de confier au partenaire local la finance parce qu'elle présentait quand même un certain nombre de particularités locales qui n'étaient pas forcément en notre maîtrise. Et du coup, nous sommes concentrés sur les processus fonctionnels métiers, donc WMS, prod, etc., qui d'autant plus étaient copiés, inspirés par les processus France. Donc l'idée, c'était que nous bossions en local sur les particularités locales et les US bossaient sur les particularités finance locales. Le contexte particulier aussi de création d'usines, plus le fait d'être à distance. En réalité, on a donc conçu, on va dire, sur du vide, hein, si je peux dire. C'est-à-dire que réellement, au lieu d'aller constater des processus physiques et de voir comment les transcrire dans l'ERP, il a fallu réellement se projeter dans l'appropriation de processus sur des environnements non existants physiquement, plus le fait d'être en remote avec les équipes là-bas remote. Donc, une vraie contrainte de projection, de conception à distance de l'ensemble du projet, assez particulière à ce projet-là, surtout sur des domaines production logistique où on a vraiment l'habitude d'être focus sur le terrain, en fait, sur ce qui se passe sur le terrain.
Dernier point non négligeable, mais la contractualisation avec, avec un client aux US. Et donc, on a pu effectivement, se confronter à des contraintes juridiques très fortes aux US, ce qui a entraîné des gros impacts sur les délais de contractualisation, et les méthodes et les outils à prendre en compte qui nous ont été, imposés pour certains ou du moins fortement préconisés. Donc, c'est des contraintes qu'il faut également prendre en compte dans ce type de projet par le délai. On a eu un délai de contractualisation assez long. Et donc, forcément, sur un planning global de projet, ce sont des éléments qui peuvent être assez vite impactants. Dernier cas client qu'on voulait exposer, donc là on est sur une taille d'entreprise plus modeste, hein, voilà. Il n'est pas obligatoire d'être un grand groupe international pesant plusieurs milliers de collaborateurs et plusieurs centaines de millions d'euros pour avoir des besoins de déploiement international. Donc c'est le cas de ce client-là qui est dans le secteur des produits œnologiques pour la vinification. Donc c'est un client de longue date d'Isatec, hein, ça doit faire une quinzaine d'années que nous l'accompagnons, et il a connu un développement voilà, depuis pas mal d'années à l'international, et ça continue, donc avec 5 pays en production et un pays en cours de déploiement. Alors les projets aussi peuvent être de taille variable, mais globalement ça dure de 6 à 12 mois. Je crois qu'on a fini avec les cas clients qu'on voulait vous partager. Tout à fait. Carole, je ne sais pas si tu reprends la main pour les questions-réponses. Hop là, on voit mieux, c'est bien. Alors, oui, c'est le moment des questions-réponses. Moi j'en ai une. Déjà, on a parlé de plusieurs solutions. Il y a finance opération, finance seule, business central. Comment je fais pour savoir vers quelle solution je dois m'orienter si j'ai un projet? Alors, effectivement, il y a dans la catégorie, dans la famille Dynamics chez Microsoft, hein, il y a 3 grands produits, hein. La partie CRM, vraiment dédiée en fait au métier de l'automatisation des forces de vente, le marketing, la gestion des services et des interventions dans le cadre de services, les solutions ERP qui portent vraiment les processus de la finance, de la gestion des stocks, achat-vente, production, etc. Et dans cette catégorie-là, il y a deux produits. Business Central désormais, anciennement Nav ou Navision, et puis Finance et Opération, anciennement AX, pour ceux qui connaissent le nom antérieur. Donc, il y a de vraies différences. Les deux solutions ont la capacité, ERP ont la capacité de faire des déploiements à l'international. Il y a des vraies différences entre les solutions, hein. On peut dire que les solutions finance et opération sont plutôt orientées ETI malgré tout, et nécessitent des projets d'ampleur un peu plus importante parce que plus d'analyse, plus de possibilités de paramétrage. Les solutions Business Central Nav sont plus rapides à mettre en œuvre, un peu moins profondes d'un point de vue fonctionnel. Quoi qu'il en soit, en fait, Isatec intervient toujours dans une phase auprès de nos clients ou auprès de nos prospects d'avant-vente, de diagnostic, pour justement en fait définir les critères et ce qui va permettre d'orienter vers l'une ou l'autre. Ok, super. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Alors, moi, j'en ai une autre. J'ai vu parmi les cas clients qui a été exposé, il y a des clients avec beaucoup de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il n'est pas forcément nécessaire de gagner des millions et des millions d'euros pour pouvoir penser à un projet à l'international? Non, non, pas nécessairement, pas nécessairement. Le chiffre un peu plus réduit pourrait effectivement, comme le disait, Jean-Charles, conduire à des solutions plus petites en taille. Par contre, la complexité de la présence dans chaque pays, ne nécessite pas forcément des équipes extrêmement complexes. On parlait tout à l'heure d'un projet, finance, un des cas qui était pure finance. Pure finance veut dire des équipes locales, potentiellement réduites à 2, 3, 4 personnes, mais qui
malgré tout portent toute l'administration d'un business local sur un pays. Donc voilà, dans ce sens-là, ça peut tout à fait concerner des petites équipes, mais une multiple répartition dans de multiples pays. Et le projet, la complexité du projet est malgré tout présente, même si les équipes sont faibles, quoi. La participation, l'inclusion dans un pays va nécessiter de passer en revue un certain nombre de problématiques et de complexités qui seront les mêmes qu'on soit 10 ou qu'on soit 200 dans le pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est qu'on a été clair. Eh ben, c'est que vous avez été clair. Merci beaucoup. Si derrière, en fait, vous avez, vous, participants des questions, n'hésitez pas à revenir, vous avez notre adresse. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt. Au revoir.